Ouais, quand le film Gravity est sorti, il y a beaucoup de gens qui sont venus me trouver et qui étaient assez inquiets, quoi. Ils se disaient, est-ce que c'est possible? Est-ce que des événements catastrophiques comme ça arrive en vrai? Et quand on se renseigne un petit peu, la réalité rejoint un petit peu la fiction. Alors on n'est pas encore dans des scénarios catastrophes, heureusement, mais ça risquerait d'arriver bientôt. Октября 1957 года золотыми буквами вписано в историю. В этот день Советский Союз осуществил запуск первого искусственного спутника Земли. Alors en fait, le tout premier polluant spatial, c'est le tout premier satellite qu'on a envoyé dans l'espace, c'est Sputnik, que l'URSS a envoyé à la fin des années 50, et puis qui a été abandonné là-bas. C'est pas très grave quand il y en a très peu, mais depuis on a envoyé des dizaines de milliers de satellites, et il y a le projet d'en envoyer beaucoup plus dans les années à venir. Et le problème, c'est que ces satellites, une fois qu'ils ne sont plus utilisés, ils sont abandonnés, et ils peuvent rentrer en collision les uns avec les autres, et créer des petits débris qui se promènent autour de notre planète. Le danger de ces débris, c'est de continuer à faire de nouveaux débris en rentrant en collision avec d'autres satellites. Et donc c'est une augmentation en fait de pollution qui est exponentielle et qui pourrait rendre l'espace complètement inaccessible dans quelques années ou quelques dizaines d'années. Alors un exemple concret et actuel de pollution spatiale, ça pourrait être d'ici quelques années Starlink. Starlink, c'est un projet de SpaceX d'envoyer plus de 40 000 satellites autour de la Terre pour permettre d'avoir Internet sans fil en fait. Le problème, c'est que ces satellites à un moment donné seront abandonnés et du coup, il y a un grand risque qu'ils deviennent aussi des déchets spatiaux. Sur 30 ans que nous sommes installés ici à l'Observatoire de la Fosse, on a vraiment vu une détérioration du ciel nocturne. En hiver, on voit moins les satellites, on ne les voit qu'en début de nuit ou en fin de nuit, mais en été, c'est un désastre. Si on vient à faire une photographie, par exemple, du ciel pendant plusieurs minutes, on va avoir le ciel zébré de lignes faites par tous les satellites. Alors à notre échelle, il n'y a pas vraiment de solution à ce problème, mais la NASA étudie une solution qui a l'air d'un scénario de science-fiction, c'est complètement fou, c'est d'utiliser un laser en fait, qui servirait comme un canon à repousser ces débris pour désengorger notre espace proche. Notre grande inquiétude, point de vue de l'astronomie pratique, c'est quand même la pollution lumineuse au niveau terrestre. Hormis donc les satellites qui sont dans l'espace, on a un gros problème, c'est la pollution issue de l'éclairage public. Il faut bien se rendre compte qu'à l'observatoire de Coët, on ne s'est plus observé depuis quasiment les débuts des années 60, tout simplement parce que à l'époque, c'était l'arrivée de l'éclairage public. On venait d'installer le gros télescope à Coët et l'éclairage public a fait que ça a commencé à couvrir en luminosité la luminosité des plus faibles étoiles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir ne plus avoir ce problème de pollution lumineuse? Il faut s'écarter des centres urbains. Nous, ici à l'Observatoire de la Fosse, on s'est installé il y a de cela 30 ans. Bien maintenant, on voit, malgré qu'il y a 30 ans, le ciel était superbe, certes il est toujours superbe, mais on voit une détérioration des horizons, où on voit le halo notamment lumineux de Liège qui est en train de monter quasiment d'année en année. Et tout ça parce qu'on installe des éclairages publics constamment et qui ne servent strictement à rien la nuit. Alors c'est vrai que la pollution lumineuse a un impact pour les astronomes, qu'ils soient d'ailleurs amateurs ou professionnels, mais aussi en fait pour tout le monde, pour les citoyens. En particulier, ça peut perturber notre cycle du sommeil. Il y a des études de médecine qui démontrent que d'avoir de la lumière pendant la nuit nous empêche de bien dormir, donc de bien récupérer, avec des impacts pour le moral et le physique. Donc c'est de la fatigue, le fait d'être irritable et des performances physiques qui sont diminuées. Et puis il y a aussi un impact pour la nature, pour la faune et pour la flore.
Vous avez tous déjà vu l'été des insectes qui se massent autour des lumières la nuit. Eh bien, ces insectes-là, ils devraient dormir et donc ils ne sont pas disponibles en journée pour leurs prédateurs naturels, donc ça impacte les oiseaux. Et puis ça impacte aussi les plantes qui ne savent plus quand est le jour et quand est la nuit, et donc quand elles doivent produire de l'oxygène et être vivantes comme en plein jour, et quand elles doivent se reposer. Alors heureusement, il y a des solutions, elles sont super simples à mettre en œuvre. La première, c'est d'accepter de retourner au noir, que ce soit l'éclairage public ou l'éclairage privé, d'accepter juste d'éteindre la lumière la nuit. D'autres solutions aussi, c'est d'utiliser des lampes adaptatives, c'est-à-dire qu'elles s'éclairent, elles s'allument quand on en a besoin, et puis elles s'éteignent quand on n'en a plus besoin, qu'on n'est pas en dessous par exemple. Troisième solution, c'est de placer des filtres sur les lampes qui permettent d'avoir un halo beaucoup moins grand et donc moins de problèmes de diffusion de la lumière. On a la lumière là où on en a besoin. Ça me rappelle cette citation d'Apollinaire que j'aime beaucoup, « Il est temps de rallumer les étoiles ».